Nous sommes en mars 2011 à Dulali, un petit village frontalier au Nigeria. Seydou, un homme d'une quarantaine d'années, vient de terminer sa prière du matin à la mosquée. Très connu dans le village, il exerce le métier de brasseur de boissons chaudes. Il prépare du thé chaud, du café, etc. pour les habitants du coin. Sa journée de travail va commencer. Il alimente donc le poêle local quand il se rend compte que quelque chose ne va pas. En effet, il y a comme une lumière étrange et étincelante qui a envahi l'atmosphère. Il ne sait pas ce qui se passe, mais ce n'est pas normal. Soudain, c'est comme si le ciel allait s'écrouler sur le village. Sous le choc, l'homme lève les yeux, fixant le ciel qui semble se rapprocher de plus en plus. Et là, il aperçoit quelque chose d'incroyable. L'homme déclara par la suite. Il est apparu une grande masse de quelque chose qui ressemblait à un nuage venu de nulle part et qui survolait lentement le village juste à la hauteur d'un arbre moyen. Le nuage était transparent et j'ai vu de beaux bâtiments de grande hauteur à l'intérieur, avec des routes goudronnées et des voitures. C'était comme une ville volante. Et de là, je pouvais entendre le bruit des machines, tout comme on entendrait à la cimenterie d'Achaka. En tout cas, heureusement qu'il n'était pas le seul témoin à avoir vécu cette expérience, car on aurait pu croire que l'homme était fou. En effet, au même moment, d'autres comme lui ont assisté à ce spectacle hallucinant. Presque tous les habitants du village ont affirmé avoir vu aussi ce qu'ils surnomment la ville volante descendre du ciel. Même l'imam de la mosquée du village l'a vu. Mohamed, un agriculteur, a déclaré l'avoir vu aussi. Il était dans le champ à ce moment-là. Il devait récupérer un outil qu'il avait oublié. Lorsqu'il a levé les yeux au ciel, cette chose immense se déplaçait lentement autour du village. Il a été surpris, mais bizarrement, il n'a pas eu peur. Il dit avoir aperçu des bâtiments dans la ville flottante, qui semblaient enveloppés de nuages. Un garçon de 10 ans, Ibrahim, a affirmé avoir vu l'objet passer derrière un arbre. Celui-ci a pointé du doigt l'arbre, disant que la chose s'est déplacée en travers et est sortie de l'autre côté, mais l'arbre n'a pas bougé. Après l'événement, l'imam en chef du village, ainsi que la plupart des habitants, ont pensé que c'était certainement un signe de Dieu. L'imam a déclaré « Nous pensons qu'Allah a peut-être utilisé ces observations pour nous ouvrir les yeux et voir comment les djinns vivent dans leur propre monde. Allah est grand et il n'y a rien qu'il ne puisse faire sur terre. » Exactement 2 semaines après son apparition dans notre village, cet objet volant est revenu à nouveau au même moment précis et est resté dans le ciel en errant autour du village pendant près d'1 heure avant de repartir. Nous sommes heureux parce que cela montre que nous sommes un village spécial. Les autres villes environnantes n'ont même pas eu ce privilège. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y avait pas d'être humain dans cette ville flottante, car lorsqu'on leur a posé la question, tous les habitants du village de Dulali étaient unanimes là-dessus. Il y avait des bâtiments, mais aucun être vivant n'a été aperçu. Yao Kogama, un responsable politique de la zone d'administration locale, a commenté « Nous pensons que c'est un signe qu'il est temps que quelque chose de grand sorte de ce petit village. Quelque chose comme une grande invention qui affectera la vie de l'humanité. » Par ailleurs, Brian Engler, commentant sur le site Doubtful News, a dit « Cela me semble être un mirage de Fata Morgana, même si je ne sais pas si les conditions météorologiques du moment et du lieu auraient soutenu cela. » Nous sommes le 21 août en 1955 à Hopkinsville, dans l'état du Kentucky. En pleine nuit, un groupe de personnes, dont des adultes et des enfants, font irruption dans le poste de police de la région. Ceux-ci, complètement paniqués, disent avoir été attaqués par de petits êtres sortis d'un vaisseau spatial et que l'attaque en question a duré plusieurs heures. Dans ce groupe, l'un des couples, Billy Taylor et son épouse, étaient venus rendre visite à leurs amis dans leur petite ferme située au nord de Hopkinsville, près de la ville de Kelly, dans le comté de Christian. Les résidents de la ferme comprenaient Glennie Langford, ses enfants, Lonnie, Charlton et Mary, 2 fils d'un précédent mariage, Elmer, Lucky Sutton, John Charley, John Sutton, leurs épouses respectives, Vera et Allen, le frère d'Allen. Ils sont à peu près une petite dizaine, dont Billy Taylor et John sa femme. Il est environ 19 heures. La ferme étant sans eau courante, Billy Taylor se rend au puits pour prendre de l'eau. Arrivé dehors,
il aperçoit quelque chose d'étrange dans le ciel. C'est un objet en forme de disque brillant, et celui-ci se déplace rapidement. Puis, après quelques minutes, il disparaît. L'homme, intrigué, rentre vite pour avertir les autres. Il s'empresse de raconter ce qui s'est passé. Bien sûr, on lui rit au nez, et aucun d'eux ne prend son histoire au sérieux, disant qu'il a sûrement vu une étoile filante. Et bientôt, voilà que les chiens se mettent à grogner et aboyer sans raison. Puis brusquement, quelqu'un pousse un grand cri. Ce cri aigu provient d'une des chambres. C'est celle de Glennie Langford. Lorsqu'on lui demande ce qui se passe, complètement paniquée, elle affirme avoir aperçu une créature effrayante par la fenêtre, comme une sorte de gobelin. Sans attendre, deux des hommes, Billy Ray et Lucky Sutton, s'emparent chacun d'un fusil et se dirigent à l'extérieur de la maison. Et là, arrivés dehors, ils aperçoivent un être étrange, très petit d'environ 1 mètre de haut, et cette chose est visiblement en train de s'approcher doucement. La créature a une tête énorme par rapport à son corps, de longs bras dotés de serres, ainsi que de grands yeux et de grandes oreilles pointues. Sous le choc, les deux hommes réagissent vite et se mettent à tirer sur l'étrange gobelin. Les balles semblent atteindre ce dernier, mais visiblement, celles-ci ne le tuent pas, ni ne le blessent, et lui font juste fuir. Alors que les deux hommes sont sur le porche, observant autour d'eux, l'un d'eux est soudain touché par quelque chose venant du toit. C'est une grande main griffue, celle d'une autre créature, qui essaye de s'en prendre à lui. Effrayés, les hommes s'éloignent du porche. Ils regardent sur le toit, et plusieurs de ces créatures sont là. Billy Ray et Lucky Sutton se mettent à nouveau à tirer, mais les balles n'ont toujours pas d'effet, et les deux hommes n'ont pas d'autre alternative que de battre en retraite et de rentrer dans la maison. Les occupants de la maison sont complètement terrifiés, car les gobelins n'hésitent pas à les observer par les fenêtres et les portes. Malgré l'inefficacité de leurs fusils sur eux, ils continuent à tirer à travers les fenêtres. Au bout de plusieurs heures, les occupants de la maison, n'en pouvant plus, prennent tous ensemble la décision de s'enfuir. Ils sortent alors de la maison et se dirigent en courant vers leur véhicule et s'engouffrent à l'intérieur, réussissant à s'échapper. Ils prennent la direction du poste de police. Arrivés là-bas, ils racontent les événements au shérif Russell Greenwell. Ce dernier semble abasourdi par l'histoire rocambolesque qu'on lui raconte. Et s'il ne connaissait pas aussi bien ces personnes, il les aurait certainement pris pour des fous. Mais il les connaissait et sent que leur terreur est réelle. D'ailleurs, il dira plus tard, ce n'était pas le genre de personne qui pouvait être facilement effrayée. Suite au témoignage du groupe, le shérif et plusieurs policiers se rendent à la ferme Sutton. Ils fouillent partout, mais ils ne trouvent rien à part des trous dans les fenêtres et les portes dus aux armes à feu. Ils interrogent le voisinage. L'un d'eux déclare avoir aperçu une lumière étrange dans le ciel, mais il ne pense pas que c'était un engin extraterrestre. Il affirme avoir entendu tirer et que les coups de feu provenaient de la maison de Langford. Ayant fini d'enquêter sur les lieux, vers 2 heures du matin, les policiers s'en vont. Seulement, d'après le témoignage des occupants de la ferme, les créatures ont réapparu juste après leur départ, comme s'ils s'étaient cachés durant tout ce temps. Ils affirmèrent que jusqu'à 4h30 du matin, les gobelins auraient continué à les épier, puis ils ont disparu sans laisser de traces. Lucky Sutton et Billy Ray Taylor disent avoir utilisé un fusil de chasse sur les créatures et plus de 4 boîtes de munitions de calibre 22. Lonnie Langford, l'un des enfants présents dans la maison ce soir-là, n'a pas vu ces créatures, car il était sous un lit à ce moment-là. Sa mère, ayant aperçu un de ces êtres par la fenêtre, lui aurait dit de se cacher. Âgé de près de 80 ans aujourd'hui, l'homme se souvient très bien de cette nuit-là et affirme avoir entendu des coups de feu et beaucoup de cris. Nous sommes le 15 janvier 1846, en France, dans le village de Bouvigny, près de la Perrière. Angélique Cottin, une adolescente de 14 ans, et 3 autres jeunes filles de son âge, sont occupées à tisser des gants en fil de soie sur une table en chêne. Brusquement, sans qu'elles ne comprennent pourquoi, la table se met à trembler et à se déplacer.
Les filles, ne sachant pas quoi faire et complètement paniquées, décident de sortir pour avertir les voisins. Malheureusement, personne ne croit leur histoire. Celles-ci retournent donc travailler. Les choses ont l'air de s'être calmées. La table ne bouge plus. Elle s'approche, rien ne se passe. Seulement, lorsqu'Angélique, elle, reprend sa place, la table se remet soudainement à bouger dans tous les sens, et encore plus violemment. Visiblement, cette dernière semble provoquer l'étrange phénomène. Les jours passent et la situation ne semble pas s'améliorer. Au contraire, les phénomènes du même type se multiplient lorsque la jeune fille est présente dans une pièce. L'histoire d'Angélique se répand petit à petit dans la région et beaucoup de personnes commencent à penser qu'elle est peut-être possédée et que ça devient urgent qu'elle voie un prêtre. Ses parents, très inquiets, persuadés que leur fille est victime de possession ou de sorcellerie, décident de l'emmener à l'église pour qu'elle se fasse exorciser. Mais malgré les demandes insistantes de la famille, le prêtre refuse catégoriquement, préférant analyser les choses par lui-même. Il commence à observer Angélique et est alors témoin des phénomènes étranges provoqués par cette dernière. Finalement, campant toujours sur ses positions, il ne pratique pas d'exorcisme, comme l'auraient souhaité les parents, et leur conseille plutôt de l'emmener voir un médecin. Ils acceptent, seulement entre-temps la situation empire. Les phénomènes sont de plus en plus impressionnants, et n'ayant aucun contrôle sur ce qui lui arrive, Angélique elle-même est terrorisée par ces étranges pouvoirs, et s'enfuit dès qu'elle y est confrontée. Elle ne peut plus s'approcher d'un objet sans qu'il ne se passe quelque chose. Ces derniers sont comme repoussés par sa présence. Si elle essaye de s'asseoir sur une chaise, la chaise se déplace avec une force incroyable, sans que personne, même un homme fort, ne puisse la maintenir. Des objets de toutes sortes, petits, légers, des meubles lourds, s'envolent, rebondissent. Une lourde table de 30 kilos, qu'elle a juste effleurée, décolle du sol, flottant dans les airs. Même le seul fait de dormir dans un lit devient compliqué pour elle, car à peine allongé, celui-ci se renverse. Par ailleurs, il n'y a pas que les objets et les meubles qui sont impactés. Même les humains qui se trouvent dans les parages, sans qu'elle ait un contact avec eux, reçoivent des décharges électriques. Heureusement, ses pouvoirs s'arrêtent parfois, pendant quelques jours, lui permettant de souffler un peu, mais reprennent brusquement, à n'importe quel moment. Angélique est souvent prise de convulsions durant ces moments-là, et son rythme cardiaque augmente de 120 battements par minute. Par la suite, on l'emmène à Paris. Un médecin, le docteur Tanchou, lui fait faire des tests. Celui-ci est alors témoin de certains phénomènes. Une table se met à bouger et à se déplacer toute seule après que la robe d'Angélique l'ait effleurée. Un canapé très lourd sur lequel l'homme est assis est poussé brutalement contre un mur à l'instant où la jeune fille s'assoit elle aussi. Et chose étrange, le docteur Tanchot remarque qu'il y a un léger vent froid qui souffle autour d'elle lors des phénomènes. Témoin de tous les pouvoirs de la jeune fille, le médecin décide de contacter un physicien très connu, François Arago. Il l'examine, conclut que les phénomènes sont réels et déclare qu'ils sont dus à de l'électromagnétisme. Suite à ce constat, une commission d'enquête est mise en place. Le comité témoigne de l'authenticité des phénomènes et en février 1846, un rapport est publié dans le journal des débats. Nous sommes en septembre 2010 à Santa Maria del Águila, une ville espagnole de la province d'Almería. Alex Narsirk, un Britannique technicien informatique de 28 ans, loue un appartement au 4e étage, près de la cathédrale. Passionné de paysages naturels, il voyage beaucoup pour prendre des photos. À cette période, la chaleur est assez forte dans la région, et l'homme a donc laissé les fenêtres ouvertes pour faire entrer un peu d'air frais. Fatigué, il part se coucher et s'endort profondément. Soudain, il est réveillé par un bruit étrange. Interviewé peu après par Cryptozoology News, voilà ce que l'homme déclare. « J'ai passé près d'1 an dans le sud de l'Espagne. J'ai toujours été un passionné de nature et j'ai donc beaucoup voyagé. En raison du temps très chaud dans ces régions, les gens laissent souvent leurs fenêtres ouvertes la nuit pour une meilleure circulation de l'air. Il était environ 1 heure du matin. Je pensais que c'était quelqu'un en difficulté.
Mon instinct me disait qu'il y avait une femme qui avait de terribles problèmes et qu'elle pourrait souffrir beaucoup. À un moment donné, j'étais ennuyé de devoir en être témoin. Je savais que ce n'était pas un hibou. Mon appartement était au 4e et dernier étage. J'avais une belle terrasse avec vue sur le parking du lotissement. J'ai regardé par la fenêtre et par-dessus la terrasse, mais de là, ma vue se limitait uniquement au côté le plus éloigné du parking. Les lumières étaient allumées, donc la visibilité était bonne. Mais pour avoir une vue sur toute la surface du parking, j'ai dû sortir sur la terrasse pour voir devant l'immeuble. J'étais sur le point de sortir quand j'ai vu une énorme créature arriver au-dessus du bâtiment. Et à ce moment-là, le bruit a retenti à nouveau. Je me suis littéralement figé. Je voulais m'enfuir, j'étais surpris. Elle ressemblait à un chien avec des ailes, comme une gargouille. Je ne pouvais pas voir les pattes avant, juste celles de derrière. Elle n'avait pas de pattes avant. Puis elle a commencé à s'envoler. Elle était lourde. La façon dont elle battait ses ailes ressemblait à celle-ci, fatiguée ou sur le point de tomber au sol. Les jambes étaient pendantes. Cela semblait sans plumes. Cela ressemblait à de la peau. Il avait une couleur pâle, presque rosâtre. Mais la nuit, les lumières du parking donnent un aspect différent. Il ne semblait pas chasser quoi que ce soit, et il n'était pas pressé. Puis ensuite, la créature a commencé à se diriger vers un bâtiment voisin. Nassir décrit ses mouvements comme étant un peu mécaniques. Cela avait l'air de tomber, mais avec un lent battement d'ailes. Il se levait et avançait presque instantanément. Il avait l'air puissant. Il pouvait facilement attraper une personne. Je devrais récupérer mon téléphone pour le filmer, ai-je pensé. Puis finalement, je me suis dit que c'était sans doute inutile, car le temps que je revienne du bureau avec le téléphone, il aurait disparu. Je me suis donc contenté de regarder et d'observer. Alors qu'il arrivait sur le côté gauche du parking, il s'est levé juste pour pouvoir survoler à nouveau l'immeuble. Lorsqu'il a fait la description de la gargouille, il a dit qu'il avait un bec épais et court. Cela ressemblait à un nez de carnivore. La tête semblait être étirée à l'arrière, torse ou corps volumineux, les ailes courbées avec ce qui ressemblait à des bras. Pattes arrière épaisses et puissantes qui se tenaient en diagonale, presque verticalement. Queue longue et fine, mouvements lourds et lents, couleur rose pâle, taille d'un chien massif ou d'un grand félin, comme un tigre ou un lion. Ça semblait nu, pas de plumes, pas d'écailles, et il bougeait presque comme un robot. Pensez-vous que des univers parallèles existent ? Certains scientifiques ont émis l'hypothèse qu'un nombre infini d'univers parallèles au nôtre pourrait exister. Imaginez que vous vous réveillez un matin et que vous vous rendez compte que vous avez atterri dans une autre réalité, un univers parallèle. Apparemment, Lerina Gordo, une Espagnole âgée de 41 ans, affirme avoir vécu ça. Lerina Garcia Gordo vient de publier un commentaire sur un forum en ligne. Et elle semble complètement bouleversée. Ce qu'elle publie est très étrange. En effet, elle dit qu'il y a quelques mois, en se réveillant un matin, elle s'est rendue compte qu'elle était peut-être dans un univers parallèle. Elle a écrit ceci. « Bonjour, je m'appelle Lerina, j'ai 41 ans et je pense avoir atterri dans un univers parallèle. J'ai du mal à le dire parce que tout le monde va penser que je suis une psychotique et personne ne me croira. S'il vous plaît, si quelqu'un a vécu une expérience similaire, envoyez-moi un email. Un jour, je me suis réveillée et tout était différent. Rien de spectaculaire, rien à voir avec le voyage dans le temps et tout ça. Je me suis juste levée, la même année et le même jour. Je me suis couchée, mais beaucoup de choses étaient différentes. » Apparemment, cela faisait plusieurs années que Lerina vivait dans cet appartement qu'elle louait. La première chose qu'elle a constatée en se réveillant ce matin-là est que les draps dans lesquels elle s'était couchée la veille n'étaient plus ni de la même couleur, ni du même style. Complètement troublée, elle a tout de même essayé de trouver une explication logique à tout ça, mais sans succès. Malgré cet incident étrange, elle ne s'y attarda pas plus et commença à se préparer pour aller au travail qu'elle occupait depuis une 20aine d'années. Après s'être préparée,
Elle sortit de chez elle, se dirigea vers sa voiture, monta à l'intérieur et s'en alla, empruntant le même chemin que d'habitude. Mais lorsqu'elle arriva à son travail, les choses devinrent encore plus étranges. À l'intérieur du bâtiment, elle croisa des personnes qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle trouva ça bizarre, mais continua son chemin, se dirigeant vers son bureau. Arrivée devant ce dernier, elle se rendit compte que son nom n'était plus écrit sur la porte et que c'était celui de quelqu'un d'autre. En voyant ça, elle garda quand même son calme et se dit qu'elle n'était peut-être pas au bon endroit et que c'était sûrement juste une erreur des tâches. Seulement, après une rapide vérification, il s'avéra que c'était bien son bureau et que son nom avait bel et bien été remplacé. À partir de ce moment-là, Lérina commença vraiment à s'inquiéter. Elle ne comprenait plus rien et se demanda si elle avait peut-être été licenciée sans le savoir. Elle décida donc de se connecter au réseau sans fil de l'entreprise avec son PC portable. Elle s'aperçut qu'elle faisait toujours partie de l'entreprise, mais que par contre, elle était sous la direction d'un autre responsable, dans un département complètement différent. Sous le choc, elle commença à vérifier son permis de conduire, sa carte de crédit, ainsi que sa carte d'identité professionnelle. Il n'y avait apparemment aucun souci, tout était identique. Complètement perdue à cause de toutes ces incohérences, Lérina décida de prendre un congé maladie, car elle commençait à penser qu'elle n'allait pas très bien. Elle alla donc chez le médecin, on lui fit des tests pour des substances illicites, mais on ne trouva rien de tel dans son organisme. En rentrant chez elle, elle vérifia tous ses papiers personnels, il n'y avait pas de problème. « J'ai vite compris que quelque chose n'allait pas, dit-elle. J'ai pensé que c'était une sorte d'amnésie, comme si j'avais raté quelque chose et que je ne me souvenais pas d'un moment de ma vie. Mais non, je suis allée sur Internet et c'était le jour qu'il devait être, et les informations importantes étaient les mêmes que le jour précédent. » Lérina avait eu une relation avec un homme durant 7 ans, et ça faisait 6 mois qu'elle l'avait quitté. Peu de temps après, elle s'est mise en couple avec un autre homme qui vivait dans son quartier. Ça faisait plusieurs mois qu'ils étaient ensemble, et elle le connaissait bien. Pourtant, peu après, lorsqu'elle tenta de contacter celui-ci par téléphone, bizarrement, ce n'est pas lui qui a décroché, mais quelqu'un d'autre. Et son interlocuteur lui a répondu qu'il ne connaissait personne de ce nom. Là, c'en était trop. Elle ne comprenait plus rien, et tout ça n'avait aucun sens. Depuis plusieurs mois, elle avait appris à connaître cet homme. De plus, ce dernier lui avait même présenté son fils, avec qui elle s'entendait plutôt bien. Et brusquement, du jour au lendemain, ces personnes n'existaient plus. Elle essaya tout, jusqu'à engager un détective pour retrouver la trace de ce nouveau petit ami, mais sans résultat. Malgré tout ce qui était en train de lui arriver, Lérina retourna à son travail et se comporta comme si de rien n'était. Puis bientôt, voilà qu'elle découvre avec stupeur qu'elle est toujours avec celui qu'elle pensait être son ex-petit ami. Apparemment, elle ne l'aurait jamais quitté. Mais que lui arrivait-il? Devenait-elle folle? Était-ce de faux souvenirs? Complètement déboussolée, elle se rendit dans une clinique psychiatrique afin d'effectuer des tests. Et ces tests ont conclu qu'elle était saine de corps et d'esprit. Et selon le psychiatre, elle ne devait surtout pas s'inquiéter, car ce n'était sûrement que de simples hallucinations. Seulement, Lérina était persuadée que ce n'était pas des hallucinations. Lérina a écrit « Je jure que tout ce que je dis est vrai et que je suis très saine d'esprit. Ma propre famille ne se souvient pas de choses comme l'opération chirurgicale à l'épaule de ma sœur il y a quelques mois. Elle dit qu'elle n'a jamais subi de chirurgie. En effet, la famille de Lérina a été surprise lorsque cette dernière leur a demandé des détails sur une opération de l'épaule que sa jeune sœur aurait subie. Persuadée de ce qu'elle disait, Lérina a insisté sur cette fameuse opération à l'épaule. Sa famille ne comprenait rien, car pour eux, la jeune sœur de Lérina n'avait jamais été opérée à l'épaule comme celle-ci l'affirmait. Alors ils s'inquiétèrent vraiment pour elle, pensant qu'elle était peut-être en train de sombrer dans la folie. Au fil du temps, Lérina commença à découvrir des détails assez déconcertants. Elle dit « Il y a eu beaucoup de petites choses bizarres au cours des 5 derniers mois, des absurdités, des vêtements dans mon armoire que je n'ai pas achetés, des articles de blog que j'avais publiés des semaines auparavant qui avaient disparu, etc. S'il vous plaît, si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire, contactez-moi pour voir ce qui a pu se passer. Je ne trouve aucune pathologie qui corresponde à ce qui m'est arrivé. » Les mois passaient et malheureusement Lérina ne trouvait pas de réponse à ce qui lui était arrivé et commença à avoir la certitude qu'un soir elle était allée se coucher et que le lendemain elle s'était retrouvée dans un autre univers similaire au sien. Elle écrit « Cela fait 5 mois que je lis toutes les théories que j'ai trouvées et je suis convaincue que j'ai fait un saut dans un univers parallèle. »
Nous sommes à Dover, dans le Massachusetts, le 21 avril 1977. Il est 22h30. Bill Bartlett, un jeune de 17 ans, est sur la route au volant de sa Volkswagen et il se rend chez lui avec deux amis, Mike Masoka et Andy Brody. Soudain, Bartlett aperçoit quelque chose qui attire son attention. Cette chose rampe le long d'un muret de pierre sur le côté gauche de la route. Dans un premier temps, il se dit que c'est certainement un chat ou un autre animal de ce genre. Mais lorsque ses phares commencent à l'éclairer, il se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Soudain, la créature tourne la tête, fixant les phares de la voiture avec de grands yeux orange qui brillent fortement. La tête de cette chose a une forme bizarre, un peu comme une pastèque, et elle est volumineuse par rapport à son corps, qui est plutôt mince. Ses bras, ses jambes sont longs et ses mains assez grandes. Par ailleurs, ce qui est étrange, c'est qu'à part les yeux, la créature ne semble avoir aucun autre trait sur son faciès, ni nez, ni bouche. Sa peau avait l'air rugueuse, comme du papier de verre mouillé, déclara Bartlett par la suite. À ce moment-là, qui ne dure que quelques secondes, Bartlett est le seul à voir la créature. Les autres passagers, étant trop occupés à discuter entre eux, ne le remarquent pas. J'ai vraiment accéléré après l'avoir vu, se souvient Bartlett. J'ai pris ce virage à 45 degrés, ce qui est assez rapide. J'ai dit à mes amis, « Vous avez vu ça ?» Et ils ont dit, « Non, décris-le. » Je l'ai fait, et ils m'ont dit, « On y retourne, on y retourne. » Et j'ai répondu, « Pas question. » Ils m'ont finalement fait revenir, et Mike se penchait par la fenêtre en criant, « Allez créature !» Et je disais, « Arrête ça !» Andy criait, « Je veux te voir !» Mais la créature avait disparu. Peu après, le jeune homme dépose ses amis chez eux, puis rentre chez lui à Walpole Street. Complètement troublé par cette rencontre étrange, il raconte à son père ce qu'il a vu et fait un croquis de la créature. Nous sommes un peu plus tard dans la nuit, vers minuit 30. Un adolescent de 15 ans, John Baxter, qui était allé rendre visite à sa petite amie Cathy, vient de sortir du domicile de cette dernière, sur Miller Hill Road. 30 minutes plus tard, après avoir marché environ 1,5 km, il aperçoit une silhouette étrange qui s'approche doucement de lui. Dans l'obscurité, il la distingue très difficilement, mais la silhouette est assez petite et semble avoir une tête déformée. C'est pour cette raison que dans un premier temps, Baxter pense que c'est une de ses connaissances, un garçon qu'il connaît très bien, qui a aussi une tête un peu déformée à cause d'une maladie infantile. Il continue donc à avancer tranquillement, se rapprochant petit à petit de la silhouette. John crie « Mike, c'est toi ?» et personne ne lui répond. Les deux se rapprochent alors de plus en plus. Puis voilà que brusquement, la silhouette s'arrête. Un peu inquiet, le jeune homme s'arrête lui aussi et demande « C'est qui ?» Ce dernier a déclaré « En me rapprochant, j'ai pu voir qu'il était très petit. La seule pensée qui m'est venue à l'esprit était celle-ci. C'était ce gamin qui rentrait chez lui après une fête ou quelque chose comme ça. Et je l'ai appelé et j'ai juste continué à marcher. Il n'y a eu aucune réponse, ni quoi que ce soit. J'ai continué à marcher et à mesure que cela se rapprochait de plus en plus, je pouvais dire que ce n'était pas ce garçon, parce qu'il était beaucoup trop petit. Et de toute façon, cet ami m'aurait répondu. Alors j'ai continué à me rapprocher, et finalement, je me suis arrêté quand il s'est arrêté. Nous sommes restés là. Je le regardais, et il me regardait. Je pouvais à peine en voir la forme, et j'ai dit une fois de plus, « Qui est-ce » Et donc j'ai fait un pas de plus vers lui. À ce moment-là, la seule pensée que j'avais était qu'il pourrait s'agir d'une très petite personne, comme un enfant de 4 ans ou 5 ans. Essayant de mieux voir, le jeune homme avance encore d'un pas, mais brusquement, la silhouette se précipite vers la gauche. Celle-ci se met à courir le long d'un ravin peu profond et remonte la rive opposée. Intrigué, Baxter décide de suivre la créature le long de la pente, puis s'arrête et regarde à travers le ravin. Là, il voit la créature, debout à environ 9 mètres, ses pattes moulées autour du sommet d'un rocher. À ce moment-là, la créature fixe le jeune homme, qui commence à se sentir mal. Il a des frissons dans tout le corps, car il se rend compte que c'est la première fois qu'il voit une telle créature. Il décide de ne pas s'attarder. Reculant doucement, il s'en va marchant rapidement jusqu'à l'intersection de Farm Street. Au même moment, il rencontre un couple qui passait par là en voiture. Il monte avec ces derniers, qui le déposent ensuite chez lui. Lorsqu'il arrive à son domicile, complètement troublé par la rencontre étrange qu'il venait de faire,
Il s'empare d'une feuille de papier et d'un crayon et se met à dessiner la créature. Apparemment, le dessin ressemblait beaucoup à celui de Bill Bartlett. La nuit suivante, vers minuit, Will, un garçon de 18 ans, ramène sa petite amie Abby Braham chez elle à Shelbourne. Alors qu'il se dirige vers l'ouest sur Springdale Avenue, Abby aperçoit quelque chose de vraiment étrange. Il y a là une créature accroupie sur le côté gauche de la route. Elle ne bouge pas. Sa peau est beige, son corps est mince, et elle a la même tête énorme et déformée que la créature qui a été aperçue par les deux autres témoins, Bartlett et Baxter. Aussi, à part les yeux, elle n'a aucun trait, pas de nez, pas de bouche, et même pas d'oreille. Will n'aperçoit la créature que quelques secondes, mais se rend compte malgré tout que ce n'est pas un animal quelconque, comme un chien ou un chat. Il dit avoir vu une étrange créature avec une énorme tête et un corps mince. Au moment où elle voit cette chose sur la route, sa petite amie, Abby Braham, complètement terrorisée, demande à Will d'accélérer au plus vite. « Sortons d'ici, dépêche-toi », dit-elle, ce que le jeune homme fait aussitôt. Peu après, Bartlett, l'un des témoins, se rend vite compte qu'il n'était pas le seul à avoir vu cette chose sur la route. En effet, d'autres personnes avaient vécu la même expérience que lui. Sachant cela, il décida de faire plusieurs copies de son dessin et se mit à les distribuer, espérant pouvoir trouver d'autres témoins pour confirmer son histoire. Quelque temps après, plusieurs journaux ont commencé à publier des articles sur ces rencontres étranges. Coleman, un journaliste s'intéressant à l'affaire, se procure un exemplaire des croquis des témoins. En observant ces dessins très vite, dans un premier temps, il rentre en contact avec Bartlett. Puis peu après, il interviewe Baxter et Abby Braham, ainsi que son petit ami Will. Quelques semaines plus tard, à la demande du journaliste, plusieurs experts ufologues se joignent à lui pour enquêter. Il y aura Joseph Neyman, Walter Webb et Ed Fogg. Lorsqu'ils commencent à se pencher sur cette affaire, tous sont assez surpris par la description de cette créature qui possède bizarrement presque les mêmes caractéristiques que ces êtres humanoïdes qu'on appelle les extraterrestres. Nous sommes en juillet 1854, à Selma, en Alabama. On est en plein après-midi. Monsieur Williamson, un agriculteur, profite du beau temps avec sa femme et son fils. Assis sur le porche de leur maison, ils observent au loin les chevaux qui broutent dans le pâturage. Puis voilà que l'agriculteur se lève et dit à sa femme qu'il va faire paître ses chevaux dans un endroit où il y a de l'ombre. Il se dirige donc vers le champ. Alors qu'il avance tranquillement dans l'herbe, l'homme s'arrête quelques secondes et se penche pour ramasser un bâton par terre. Puis il continue à marcher tout en jouant avec le bâton. Au même moment, un voisin Armour Wayne et son fils James, passant devant le champ, aperçoivent l'homme au loin. Ils lui disent bonjour en faisant un signe de la main. Williamson les a vus et leur fait signe à son tour. Et là, au même instant, sans qu'on ne comprenne pourquoi, ce dernier disparaît brusquement, comme par magie. Ce qui vient de se passer est hallucinant, et bien sûr, les voisins qui passaient près de la propriété, ainsi que la femme de Williamson et son fils, ont vu l'homme s'évaporer sous leurs yeux. Complètement paniqués, très vite ces derniers, témoins de la scène, se dirigent tout droit vers l'endroit où l'homme se tenait avant de disparaître. Ils se mettent à chercher partout, espérant retrouver l'agriculteur, mais sans succès. C'est comme si celui-ci n'avait jamais été dans le champ. Ça n'avait pas de sens qu'il se volatilise comme ça. Sa femme et M. Wayne et son fils James cherchent pendant des heures, puis, ne le trouvant nulle part, décident d'aller chercher de l'aide. Mais entre-temps, trop choquée par ce qui venait de se passer devant ses yeux et se sentant impuissante, Madame Williamson s'écroule sur le sol. Très vite, celle-ci est transportée à l'hôpital. Peu de temps après, la nouvelle de la disparition étrange de l'agriculteur a fait le tour de la région. 300 personnes sont venues aider pour les recherches.
ils ont fouillé partout, dans chaque recoin, pendant plusieurs jours. Les géologues ont même offert leur aide en cherchant des trous ou des grottes dans les environs. Et malgré tous les efforts qui ont été mis en place, M. Williamson n'a pas été retrouvé. Plusieurs mois après l'événement, en se rendant à l'endroit où l'homme avait été vu pour la dernière fois, les enquêteurs ont pu observer qu'un cercle étrange avec de l'herbe morte et sèche à l'intérieur était apparu. Par ailleurs, la femme et le fils de Williamson ont déclaré que durant 15 jours, ils entendaient la voix de ce dernier qui les appelait à l'aide. Alors sans hésiter, ils se précipitaient vers cet endroit mais ne trouvaient personne. Ayant un peu d'espoir de le retrouver, ils décidèrent même de dormir non loin de là. Malheureusement, la voix est devenue de plus en plus faible et a fini par disparaître complètement. En tout cas, on n'a jamais su ce qui était arrivé à cet homme. À l'époque, certaines hypothèses avaient été avancées par des scientifiques afin d'expliquer ce qui s'était passé. Un scientifique allemand, le docteur Maximilian Ern, parlait de théorie de l'éther et de désintégration de la matière. D'autres ont suggéré que l'homme serait peut-être entré dans un champ magnétique qui l'aurait transporté dans une autre dimension. Nous sommes en France, dans la ville de Saint-Quentin, en août 1986. Depuis peu, un homme, Jean-Marc Belmer, et sa femme Lucie ont emménagé dans la région, dans une maison située dans le quartier de Rémicourt, rue des Canonniers. Le couple vient de se marier, Lucie est au foyer, et Jean-Marc, qui est routier, part le matin très tôt à son travail. Tout va pour le mieux, mais cette vie paisible ne va pas durer. Nous sommes en pleine nuit, Lucie et Jean-Marc sont dans leur chambre, en train de dormir, quand brusquement, ils entendent des bruits étranges, comme des bruits de vaisselle, de casseroles, des portes qui claquent, ainsi que des gémissements d'agonie. Tous ces sons semblent venir du rez-de-chaussée. Effrayés, ils descendent pour vérifier ce qui se passe. Seulement, arrivés en bas, ils ne trouvent rien, tout est parfaitement en place. La première fois qu'ils entendent ce vacarme étrange, ils concluent que ça ne pouvait être que leurs voisins. Mais bientôt, ils se rendent compte qu'ils n'y sont pour rien, et certains soirs, les bruits vont recommencer. Nous sommes en pleine matinée. Jean-Marc est déjà parti à son travail, et Lucie vaque à ses occupations dans la maison. Mais alors qu'elle déjeune tranquillement, elle aperçoit des taches bizarres sur la table de la cuisine. Ces taches n'étaient pas là avant. Mais finalement, elle ne s'en soucie pas plus, pensant que son mari les avait faites en renversant de la nourriture sans porter attention. Quelques instants après, elle monte dans sa chambre. Elle ouvre l'un des tiroirs de sa commode et prend un t-shirt. Et là, elle se rend compte que celui-ci est complètement taché. Ces taches sont de la même couleur que celles de la table de cuisine. En y regardant de plus près, celle-ci ressemble vraiment à du sang. Ces taches l'intriguent beaucoup, mais sans doute qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Pourtant, lorsque la jeune femme se retourne, elle s'aperçoit avec effroi que les draps de son lit sont eux aussi criblés de ces taches rouge-brun. Bientôt, en parcourant les pièces de la maison, elle découvre qu'il y en a un peu partout, sur les murs du couloir et de la salle à manger. Lorsque son mari rentre le soir, elle lui raconte aussitôt ce qui s'est passé. Mais l'homme ne s'inquiète pas plus et tente de la rassurer en lui disant qu'en repeignant la maison de la peinture a dû salir leurs affaires sans qu'ils s'en aperçoivent. Le lendemain, Lucie décide de nettoyer ses taches, mais malgré tous ses efforts, celles-ci réapparaissent. Son mari finit lui aussi par penser que ce n'est pas normal, surtout que certaines nuits, il y a ces bruits terrifiants de vaisselle, de portes, de meubles, etc. C'en était trop. Donc, terrifié par tous ces événements étranges, le couple décide d'agir et contacte la police. La police arrive sur les lieux, ils inspectent la maison et constatent qu'il y a bien les taches brunes sur les murs et un peu partout. Dans un premier temps, ils soupçonnent le chien du couple.
Il pense qu'il se serait peut-être blessé et qu'en secouant sa queue, il aurait taché les murs. Finalement, en examinant l'animal, il se rend compte qu'il n'a aucune marque de blessure. Soudain, alors que les policiers sont encore présents, des grands coups retentissent. Le bruit vient du premier étage de la maison. Aussitôt, les policiers montent vérifier. Ils fouillent partout, mais ils ne trouvent rien. Ne comprenant pas d'où vient ce bruit, ils se rendent chez les voisins les plus proches, mais ceux-ci affirment n'y être pour rien. Suite à cet incident troublant dont ils venaient d'être témoins, les policiers décident d'enquêter. Lucie avait de plus en plus peur et commença à penser que quelqu'un lui voulait peut-être du mal. Elle redoutait les moments où elle se retrouverait seule lorsque son mari partait au travail tôt le matin. Étrangement, c'est à ces moments-là que la plupart des manifestations se déroulaient. Un jour, où Lucie revenait des courses, elle trouva la porte de la cave ouverte alors que celle-ci était toujours fermée. Un peu inquiète, la jeune femme commence à descendre doucement les escaliers, se retrouvant dans l'obscurité. Celle-ci regarde autour d'elle, quand soudain la porte de la cave se referme brutalement. Effrayée, sans perdre une minute, elle remonte rapidement les escaliers et ressort. Lucie raconte l'incident à sa mère et à sa sœur, qui se rendirent compte que la porte de la cave se refermait effectivement sur celle-ci. Et le pire, c'est qu'entendant l'expérience, elles aussi, la porte ne bougeait pas. On avait l'impression qu'il n'y avait que la jeune femme qui était visée par ces manifestations dans la maison. Bientôt, la police va tenter quelque chose d'assez surprenant, qui d'après eux, leur permettront de trouver la nature du coupable. Pour le savoir, ils font en sorte que toutes les traces de sang sur les murs soient bien enlevées, puis commencent à étaler de la farine sur le sol de la maison. Ainsi, s'il s'agit d'un individu faisant une mauvaise blague, ils le sauront. Puis, le brigadier chef ferme la porte d'entrée, gardant le trousseau de clés sur lui. Le lendemain, les policiers ouvrent la porte en présence du couple et de la famille. Et surprise, il n'y a aucune empreinte au sol, la farine étant toujours intacte. Par contre, alors qu'on avait pris soin de tout nettoyer, des taches de sang ont réapparu sur le sol, la table de la cuisine et le papier peint du couloir. En voyant ça, les policiers sous le choc décident de prélever quelques gouttes de l'étrange liquide rouge et le font analyser. Lorsque le biologiste procède aux analyses, ce dernier confirme que c'est bien du sang humain. Constatant l'étrangeté des événements avec l'accord du couple, la police fait appel à un médium. Ce dernier explore la maison à l'aide d'un pendule, interroge les esprits et affirme que le problème vient de la cave. Lorsqu'il descend dans la cave, le médium à l'aide de son pendule indique un endroit bien précis où creuser, car selon lui, on pourrait y trouver des ossements humains. Après les affirmations du médium, on effectua des fouilles, mais aucun ossement ne fut découvert. Finalement, ne trouvant aucune solution à ce problème qui leur gâchait la vie, lassés de cette situation, Jean-Marc et Lucie décidèrent de déménager. Nous sommes en juin 1764, dans la région du Gévaudan. Une jeune adolescente est en train de s'occuper de son bétail lorsque brusquement, elle aperçoit un animal ressemblant à un loup géant sortir de la forêt. La jeune fille est complètement terrifiée en voyant l'animal se diriger droit vers elle. L'étrange bête n'hésite pas à sauter sur celle-ci, l'attaquant violemment. Elle se met à crier, espérant que ses chiens lui viennent en aide, mais finalement ceux-ci, aussi terrorisés qu'elle, prennent la fuite. Et c'est son bétail qui vient la sauver, chassant l'animal avec leurs cornes à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle batte en retraite et s'enfuit dans la forêt. L'animal était de la taille d'un âne et avait une poitrine large. Il avait une énorme gueule pleine de dents pointues. Sa fourrure était touffue et rougeâtre, avec une ligne sombre sur toute la longueur du dos.
la jeune adolescente, sous le choc, les habits en lambeaux, blessée par cette bête et en sang, rentre chez ses parents près de Langogne. Paniquée et en pleurs, elle raconte toute l'histoire et affirme avoir été attaquée par une énorme bête ressemblant à un loup. Dans son malheur, la jeune fille s'en sort plutôt bien, car bientôt il y aura d'autres victimes et beaucoup ne seront pas épargnés. Nous sommes toujours en juin 1764, vers la fin du mois. Le corps de Jeanne Boulet, une autre adolescente âgée de 14 ans, est retrouvé sans vie près de Langogne. La jeune fille est sauvagement mutilée. À partir de ce moment-là, la population commence à s'inquiéter et dans la région, la psychose grandit et le nombre de victimes aussi. En août 1764, une jeune fille qui habite au hameau de Masméjean est également retrouvée mutilée. En septembre 1764, un jeune berger disparaît près du village de Laval. Des restes à moitié dévorés sont retrouvés dans les collines. De nombreuses battues sont organisées, mais sans succès. Plus de 100 loups sont tués, mais pas la bête. Celle-ci continue son massacre et le nombre de victimes augmente dans la région. Entre-temps, le comte de Montcalm, gouverneur de la province, ordonne au capitaine Jean-Baptiste Duhamel de mener les opérations de chasse contre la bête. Le 15 septembre, le capitaine Duhamel et sa troupe se rallient aux chasseurs et donnent même des armes aux paysans prêts à les aider dans ce combat contre la bête. Seulement, malgré tous les efforts déployés, le résultat est un échec. Les battues ne donnent rien de concluant et l'animal est toujours dans la nature. Nous sommes le 12 janvier 1765 au Villaret. Des jeunes bergers de la région, 2 filles et 5 garçons, âgés d'une dizaine d'années environ, s'occupent de leur troupeau. Soudain, ils aperçoivent l'animal qui s'approche dangereusement. Ils sont tous terrorisés mais gardent leur sang-froid, se serrant les uns contre les autres. L'animal est en train de leur tourner autour, et là, brusquement, celle-ci bondit sur l'un des garçons et s'empare de lui. Voulant aider leur ami, les autres se servent de leur bâton de berger et frappent l'animal avec. Sachant que la créature attaquait les habitants de la région, ceux-ci ont donc été prévoyants en fixant des lames sur leurs bâtons. Enfin, grâce au courage des enfants, la bête lâche prise. Malheureusement, elle a eu le temps de dévorer la joue droite de sa pauvre victime. Décidément, elle ne veut pas laisser tomber ses proies. Elle revient donc à la charge, s'empare du plus jeune des garçons, Joseph Panafieux, le traînant par le bras avec sa gueule. Tous les enfants sont sous le choc et l'un d'entre eux dit à ses camarades qu'il faudrait peut-être en profiter pour s'enfuir. Mais un autre, plus courageux, Jacques-André Portefeuille, refuse d'abandonner le garçon et pousse ses compagnons à lui venir en aide. Alors malgré le danger, tous ensemble se lancent à la poursuite de l'animal qui est ralenti par la nature du terrain. Les enfants essayent de viser ses yeux avec les lames fixées sur leurs bâtons. Finalement, ils arrivent à lui faire lâcher sa proie et tentent de le faire reculer. Entendant les cris, des hommes qui étaient dans les parages viennent à leur secours et voyant qu'il n'était pas de taille face au courage des enfants, l'animal s'enfuit dans les bois. Après cet acte héroïque, les enfants sont récompensés. Le roi décide d'offrir aux 7 petits bergers 300 livres. Jacques Portefeuille, leur compagnon qui avait fait preuve de beaucoup de bravoure, en les incitant à venir au secours du jeune garçon que la bête avait emporté avec elle, en plus de sa récompense, sera élevé aux frais de l'État. Nous sommes le 14 mars au mât de la Vessière. Il est environ midi. Une femme, Jeanne Jouve, est avec 3 de ses enfants devant chez elle. Tout à coup, elle entend un bruit étrange, et lorsqu'elle se retourne, elle voit sa fille de 9 ans entre les crocs de la bête. La créature était passée par-dessus la muraille. Voyant son enfant en danger, comme une lionne enragée, elle n'hésite pas à se jeter sur l'animal, parvenant à lui faire lâcher prise. Cependant, la créature, comme à son habitude, ne renonce pas et maintenant essaye de s'en prendre au plus jeune enfant. Seulement Jeanne, en mère courageuse, ne le laisse pas faire. La bête ne s'avoue pas vaincue. Il bondit sur Jean-Pierre, âgé de 6 ans, saisissant son bras dans sa gueule et l'entraîne avec lui. En mère héroïque, Jeanne Jouve se jette à nouveau sur la bête et commence à livrer une bataille qu'elle ne compte pas perdre. Elle se fait jeter au sol, mordre et griffer à plusieurs reprises, mais ne lâche rien. La bête, elle, ne lâche pas sa proie et réussit à s'enfuir.
Heureusement, le plus âgé des enfants de Jeanne, qui était en train d'emmener le bétail au pâturage, se retrouve devant la créature et parvient à sauver son petit frère. Finalement, la bête prend la fuite. Malheureusement, le petit garçon finit par perdre la vie, succombant à ses blessures quelques heures plus tard. Par la suite, l'héroïsme de Jeanne Jouve est récompensé et celle-ci reçoit 300 livres de gratification de la part du roi. En mai 1765, près d'un bois, la bête repère un jeune berger. Il est prêt à l'attaquer, mais à ce moment-là, 3 hommes armés de fusils interviennent et lui tirent dessus. Elle reçoit 2 balles. Blessée, elle tombe, mais se relève, puis s'enfuit dans les bois. Malheureusement, les attaques continuent. Nous sommes à la Sogne d'Auvers, le 19 juin 1767. Un énorme animal correspondant à la description de la bête s'apprête à attaquer un homme. L'homme, qui s'appelle Jean Chastel, est un chasseur de la région. Se retrouvant subitement devant la créature, il dira plus tard qu'il n'avait jamais vu un tel monstre de toute sa vie. Jean Chastel, sans hésiter, lui tire dessus et le tue. Il charge la carcasse de l'animal sur un chariot et décide de l'emmener jusqu'à Versailles pour le montrer au roi. Seulement, il voyage en plein été et la route est longue. Lorsqu'il arrive à destination, le corps de l'animal est dans un tel état qu'il n'est même pas examiné. On l'enterra très rapidement. Nous sommes le 10 août 1901. 2 Anglaises, Charlotte Anne Moberly et Eleanor Jordan, décident de faire un petit voyage à Paris afin d'explorer quelques lieux et monuments historiques. Ce jour-là, elles prennent donc le train. Durant leur excursion, elles se rendent au château de Versailles. Après avoir parcouru les salles du palais, elles veulent maintenant visiter les jardins du Petit Trianon. Mais soudain, elles se perdent en chemin et font une expérience qu'elles n'oublieront jamais. Les 2 femmes affirmeront par la suite que ce jour-là, quelque chose d'incroyable se serait produit et qu'elles auraient été transportées dans le passé, plus précisément au XVIIIe siècle. Elles publieront d'ailleurs un livre à ce sujet. Leur rencontre se fera en 1886. Cette année-là, Charlotte Moberly avait été choisie pour diriger St. Hugh's Hall, 3e collège féminin de l'université d'Oxford. Avec ce nouveau poste de directrice, la charge de travail était assez conséquente. C'est pour ça qu'elle engagea Eleanor comme directrice adjointe. Les 2 femmes étaient issues de familles ayant une longue histoire dans le domaine de l'éducation et avaient beaucoup en commun. Née en 1846, Charlotte était la 10e d'une fratrie de 15 enfants et son père était directeur du Winchester College. Eleanor est née en 1863. Elle est allée à l'école à Manchester, contrairement à la plupart des filles de son époque, qui étaient scolarisées à la maison. Elle a écrit plusieurs manuels, dirigé sa propre école, et après est devenue directrice adjointe du St. Hugh's College. Revenons à ce 10 août 1901. Accompagnées d'un guide, les 2 femmes sont en chemin vers les jardins du Trianon. Elles atteignent le Grand Trianon, mais le lieu est fermé au public. Puis, soudain, elles ratent le virage vers l'avenue principale et se perdent dans les jardins. À ce moment-là, un étrange sentiment les envahit. Elles se sentent bizarres, angoissées et déprimées. Alors qu'elles avancent, elles commencent à remarquer des choses étranges et ont l'impression que l'endroit est différent. Eleanor aperçoit une vieille ferme abandonnée. À l'extérieur de celle-ci, il y a une vieille charrue, tandis que Charlotte voit par une fenêtre une femme qui agite un tissu blanc. À ce moment-là, le sentiment de mal-être qu'elles ont ne fait qu'augmenter. Puis voilà qu'elles croisent 2 hommes. S'étant perdues, elles en profitent pour leur demander leur chemin. Elles remarquent que ceux-ci sont habillés étrangement. Ils portent des vestes assez longues de couleur vert gris. Et sur la tête, ils ont des chapeaux appelés tricornes.
De forme triangulaire à bords repliés, ces chapeaux étaient très portés au XVIIIe siècle. Bientôt, Elnor aperçoit à sa droite une chaumière. Dans l'embrasure de la porte, une femme passe une cruche d'eau à une jeune fille. Comme les deux hommes, elle porte aussi des habits d'une autre époque. Elnor décrira la scène comme un tableau vivant. Charlotte, elle, ne voit rien, mais elle sent que l'atmosphère est de plus en plus étrange et pesante. Elle écrira « Tout semblait soudainement contre nature et donc inconfortable. Même les arbres semblaient plats et sans vie, comme du bois travaillé pour former une tapisserie. La lumière et l'ombre n'avaient aucun effet sur eux, et les arbres n'étaient pas non plus déplacés par le vent. » Les femmes continuent à marcher vers le Trianon, mais c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Arrivées près du temple de l'amour, elles aperçoivent un homme. Ce dernier est assis derrière un pavillon de jardin. Il est vêtu d'un manteau et d'un grand chapeau. Elnor les décrit ainsi. Son apparence était complètement répugnante. Ses expressions faciales hideuses et malveillantes, sa peau très grise. Elle dit qu'en le voyant, elle a ressenti un dégoût. Elle écrira plus tard dans le livre. J'ai commencé à avoir l'impression de marcher dans mon sommeil. La lourde rêverie était oppressante. Enfin, nous sommes arrivés à un chemin qui croisait le nôtre et avons vu devant nous un bâtiment composé de quelques colonnes couvertes et en retrait dans les arbres. Assis sur les marches se trouvait un homme avec un lourd manteau noir autour des épaules et portant un chapeau mou. À ce moment-là, le sentiment étrange qui avait commencé dans le jardin culminait en une impression précise de quelque chose d'étrange et d'effrayant. L'homme tourna lentement son visage marqué par la variole. L'expression était très méchante et pourtant aveugle. J'éprouvais une répugnance à le dépasser. Plus tard, un autre personnage avec un accent étrange se précipite vers les deux femmes, leur indiquant le chemin vers le petit Trianon. L'inconnu est assez élancé et beau. Il a des yeux sombres et des cheveux noirs bouclés. Il porte une sorte de cape noire sur le dos et sur sa tête un chapeau à larges bords. Bientôt, Charlotte et Elnor traversent un pont et atteignent les jardins devant le palais. Et là, Charlotte aperçoit une femme blonde portant un chapeau blanc. La jeune femme est sur la pelouse en train de dessiner. Dans un premier temps, elle pense que c'est une simple touriste, seulement sa tenue semble trop démodée. Après ça, Charlotte et Elnor rencontrent un homme qui les guide vers l'entrée où elles rejoignent un groupe de visiteurs. Plus tard, lorsqu'elles reviennent au palais, elles se rendent compte que le lieu a changé. Les bâtiments avaient changé, le pont n'était plus là, les ruelles avaient disparu. Tout était différent. Lorsqu'elles ont quitté Versailles, complètement abasourdies par ce qu'elles avaient vécu au cours de leur excursion, les deux femmes firent des recherches poussées, enquêtèrent également sur l'histoire du Trianon et conclurent qu'elles avaient fait un saut dans le temps au XVIIIe siècle et que la femme au chapeau blanc et aux habits démodés qu'elles avaient croisés était certainement la célèbre Marie-Antoinette. Quelques mois plus tard, elles rédigèrent un récit chacune de leur côté et en 1911, sous les pseudonymes d'Elizabeth Morrison et Frances Lamon, elles publièrent un livre appelé An Adventure.